Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce BADA, donc pour ces échanges entre le public et la table de notre podcast, table autour de laquelle se trouve Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, et Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Nous venons donc de débattre de deux sujets, celui de l'Ukraine et des bruits de bottes qui l'entourent, et et autour de la question qui pourrait être en deuxième place au premier tour de l'élection présidentielle. Et nous allons, sur ces deux sujets, laisser maintenant la parole à notre auditoire. Monsieur Lao. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite question sur la dernière partie du premier sujet, à savoir en tant qu'Européen, ce qui se passe en Russie et la force de Poutine est effectivement probablement d'avoir séparé ce couple franco-allemand sur le sujet du gaz et en particulier via l'énergie. Ma question est double et rapide. Est-ce que ces conséquences, selon vous, seront durables ? Ce que Poutine a réussi en mettant de manière évidente dans l'opinion publique le fait qu'il n'y avait pas cet alignement stratégique entre la France et l'Allemagne, est-ce que les conséquences de cela seront durables ? Et d'autre part, en tant que citoyen, je suis frappé du fait que ce sujet du non-alignement stratégique a du mal à être traité par la presse, par les hommes politiques et les femmes politiques. C'est-à-dire comme si on avait peur d'affronter ce sujet-là, qui est pourtant fondamental pour l'avenir de l'Europe et que Poutine a réussi à mettre de manière évidente au cœur du sujet. Le couple franco-allemand, d'ailleurs tous les couples en général, c'est Nicole Niesotto. J'en profite pour dire que je suis complètement d'accord avec Jean-Louis pour dire que la règle des 500 parrainages est idiote. Mais non, mais il vaut mieux attendre qu'on aborde le sujet intérieur. Non, j'ai une phrase. Non. Mais puisque c'est la règle, il faut l'appliquer. Voilà, oui. Ma position c'est ça. Alors, c'est ce que je fais. Ben non, monsieur, oui. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une rupture ou il y a une absence d'alignement stratégique entre la France et l'Allemagne. Il y a une différence de statut, si je puis dire, de position. L'Allemagne est doublement dépendante. Elle est dépendante des États-Unis complètement pour sa sécurité et sa défense, et elle est de plus en plus dépendante de la Russie pour son approvisionnement énergétique. Et donc, elle est dans une situation très différente de la position française, où nous n'avons pas l'habitude d'être particulièrement pro-OTAN et où nous avons, grâce au nucléaire, grâce au nucléaire, une plus grande autonomie, si je puis dire, énergétique. Mais cette différence, et d'ailleurs c'est ce qui a permis à Emmanuel Macron de jouer, et on a vraiment de la chance d'avoir une présidence de l'Union européenne faite par la France, parce que avant nous, c'était un Slovène totalement pro-OTAN, et après nous, ce sera un Tchèque dont le pays a été occupé pendant 50 ans par la Russie. Donc on a une chance folle d'avoir la France en présidence. Mais il y a un alignement franco-allemand sur cette question. L'année dernière, en juin 2021, au Conseil européen, la France et l'Allemagne ont proposé au Conseil, donc au niveau des chefs d'État, ont proposé de reprendre un dialogue stratégique, entre guillemets, exigeant avec la Russie. Et c'était vraiment une proposition franco-allemande que le nouveau chancelier n'a pas démenti. Ils ont été retoqués par la Pologne, les Pays-Baltes, la Suède et les Pays-Bas. Donc, il y a effectivement une division en Europe. Mais je pense que entre la France et l'Allemagne, en dépit de cette double dépendance, donc cette paralysie de l'Allemagne, le chancelier Scholz est vraiment prêt à soutenir les initiatives françaises. Il y a un pays qui n'a pas intérêt à des sanctions contre la Russie, autrement dit à une attaque russe contre l'Ukraine qui entraînerait des sanctions, c'est bien l'Allemagne. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Russie en Europe, et la Russie et l'Union européenne intègre 40% des exportations allemandes. Donc on voit bien que l'Allemagne a tout intérêt à ce que les propositions, entre guillemets, de dialogue et de négociation diplomatique proposées par la France puissent avoir un résultat.
Jean-Louis Bourlange. Oui, un mot, quand Nicole dit qu'on a la chance d'avoir la présidence française, je suis d'accord, mais ça me fait vraiment furieusement penser à une anecdote. C'était l'ambassadeur de France au Royaume-Uni au XIXe siècle qui est reçu par Palmerston et qui lui dit « Ah, Monsieur le Premier ministre, quel grand pays que le Royaume-Uni, quel grand pays que l'Angleterre. Ah, si je n'étais français, je serais désireux d'être anglais. » Et Palmerston lui répond « Oui, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur. Moi aussi, si je n'étais pas anglais, je voudrais le devenir. » Et donc, soyons fiers d'être français, mais sur la question, je crois qu'il n'y a pas on ne va pas parler de division franco-allemande. Je crois que Nicole a tout à fait raison de le dire. Nous avons été solidaires, par exemple, à Bucarest. Nous avons été les seuls à freiner George W. Bush sur la voie de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Nous n'avons pas été assez courageux pour dire non. On a dit c'est un but à long terme, on ne va pas le faire maintenant. Enfin, toujours le côté trotte-menu européen face aux protecteurs atlantiques. Mais dans toute cette crise, nous avons une approche commune. Nous avons vraiment une approche commune. Simplement, nous avons effectivement été les deux pays qui avons proposé le dialogue avec Poutine et nous sommes fait mettre en minorité par la plupart des dirigeants européens. Avions-nous raison ou pas ? En tout cas, nous avons voulu parler avec Poutine, ce qui, selon moi, est évidemment nécessaire. Mais généralement, ceux qui disent qu'il faut parler avec Poutine sont des gens qui sont d'accord avec Poutine. Je crois qu'il faut parler avec Poutine parce que, dans la vie, soit on parle, soit on se tape dessus. Donc, il vaut mieux se parler. Bon. Mais là, nous avons toujours été solidaires. Là, la concertation s'est bien faite entre Macron et Scholz. Simplement, les situations, les opinions, les sensibilités me font craindre que dans une confrontation, nous ne réagissions pas de la même manière. Il y a le besoin viscéral de gaz russe pour les Allemands, c'est quand même quelque chose qu'un dirigeant allemand doit prendre en compte. Il y a l'allergie fondamentale à la violence, à la confrontation de l'opinion allemande, ce qu'on appelle le pacifisme rationnel, et qui parfois n'est pas rationnel. Il y a cette situation, cette impossibilité de choisir. J'ai été l'autre jour avec une délégation de ma commission, on a été reçus par nos homologues du Bundestag. Et on a eu une discussion, on a eu un dîner très amical, très sympathique, et on a parlé franchement, et je leur ai dit à un moment, écoutez, est-ce que vous pouvez continuer longtemps d'ignorer la dimension géopolitique de l'engagement européen et être à la fois simultanément les plus pro-chinois des Européens et les plus pro-américains des Européens, des atlantistes. Alors qu'il y a effectivement une confrontation sino-américaine extrêmement vive et quasiment hystérique d'un certain point de vue. Et là, je dis, il faut passer au stade de la géopolitique. Or ça, c'est très difficile de le faire en temps de crise, et c'est très difficile de le faire pour un chancelier qui a de grandes qualités, mais qui est neuf dans ce travail, qui a toujours été confronté à des enjeux économiques, qu'il a très bien gérés, mais qui maintenant doit vraiment découvrir un monde international dans lequel il n'a pas évolué jusqu'à présent, et avec une coalition qui est assez fragile et assez incertaine d'elle-même. Entre le FDP qui est réticent sur le développement de Next Generation, des plans économiques, les Verts qui sont partagés entre un antinucléarisme qui vraiment les fragilise, mais en même temps une hostilité à Nord Stream, et le souvenir bienvenu de Joschka Fischer, qui est celui qui a fait prendre conscience aux Allemands de la nécessité de s'engager sur le plan géopolitique, et le pacifisme rationnel des sociaux-démocrates, ça sera très difficile d'avoir une réaction très solidaire, très forte. C'est ça qui m'inquiète. C'est cette espèce... Et ça, Poutine le sait et entend jouer de ces différences de tempérament et de sensibilité. François Bujon de l'Étang. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-Louis et par Nicole, et je ne crois pas non plus qu'il y ait de divergences franco-allemandes importantes dans cette affaire. Et monsieur, je crois que vous faites crédit, à tort, honnêtement, à monsieur Poutine,
d'avoir divisé la France et l'Allemagne sur le problème de l'équation énergétique. C'est pas lui qui les a divisés, c'est Madame Merkel, le jour où elle a décidé d'arrêter l'atome en Allemagne. Une décision que déplore la totalité des dirigeants de l'industrie et de la finance allemande. C'est quand même très intéressant. Et qui fait que nous avons aujourd'hui des équations énergétiques complètement différentes et que l'Allemagne est totalement dépendante de la Russie sur le plan du gaz. J'ajouterais simplement que ce qui est assez miraculeux, c'est que la France et si vous y réfléchissez sur longue période, c'est que la France et l'Allemagne aient réussi depuis le général de Gaulle et Adenauer, c'est-à-dire depuis 60 ans au fond. 60 ans, 70 presque, oui, à maintenir ce dialogue et ce partenariat qui est quand même une des grandes réussites de l'après-guerre en Europe, alors même que nos deux pays ont des visions complètement différentes de ce que devrait être l'Europe. Pour la France, c'est une Europe puissance qui pourrait s'affranchir un peu des États-Unis et avoir une autonomie stratégique, une idée merveilleuse que le grand échec de la diplomatie française est de n'avoir jamais pu faire partager par aucun de nos partenaires européens depuis 70 ans, alors que les Allemands imaginent l'Europe comme une merveilleuse grande confédération helvétique, qui ne serait pas helvétique, mais qui serait européenne, mais qui serait pacifiste et largement désarmée, et en tout cas sous parapluie nucléaire américain. Ça a quelque chose de miraculeux. Béatrice Gibelin. Oui, je pense que les Allemands pensent de moins en moins que l'Europe doit être l'équivalent d'une Suisse merveilleuse. Et que les choses sont en train de bouger, c'est-à-dire qu'on a cru qu'on avait gagné la paix définitivement et maintenant on est absolument convaincu pour beaucoup de gens que non, la paix c'est pas à jamais et qu'on ferait bien un peu de se réveiller. Quant à toujours penser que l'Allemagne est prisonnière du gaz russe, je pense qu'il faut... c'est vrai, on a fait Nord Stream 2, ils l'ont fait, ils l'ont financé. Ne jamais oublier que la Russie n'a que des matières premières à vendre et quelques armes, mais pas forcément des armes extrêmement sophistiquées. Donc son gaz, il faut qu'elle le vende. Alors, elle a des contrats de longue durée qu'elle a passés avec la Chine, mais c'est loin aussi la Chine. Et le passage en dépendance de la Russie, de la Chine, ça ne durera pas très longtemps. Ne jamais oublier une chose, c'est que la Russie est européenne. Monsieur. Oui, merci. Je m'interrogeais sur l'effacement de l'Europe, donc un peu comme le précédent auditeur, à l'occasion de cette crise. Je vais reprendre la question d'une part du point de vue des États-Unis. La manière dont ça a été annoncé, le début de cette crise, c'était assez étrange puisque c'était donc des annonces de la part des États-Unis reprises ensuite par la Grande-Bretagne. Et en fait, on avait l'impression que les Européens débarquaient. Et c'était assez étrange le manque de coordination, disons, diplomatique qui transparaissait au niveau des informations. Et c'était à peu près la même chose du point de vue russe. Il y avait une volonté de passer par-delà l'Europe. Emmanuel Macron a un petit peu parasité ce jeu, mais j'ai eu l'impression vraiment que le but, c'était d'invisibiliser l'Europe à travers cette crise, notamment du point de vue américain et britannique. Pour aller un peu plus loin, je dirais que ça pose la question de savoir si le format Normandie a encore une légitimité ou simplement faire une mise à plat ou un bilan de ce que c'est que ce format Normandie, c'est-à-dire le fait d'inclure 2 pays européens, plus l'Ukraine, plus la Russie, et de savoir si finalement il y a une efficacité de ce format Normandie, à part le fait de maintenir un conflit gelé avec un dialogue impossible entre Ukraine et Russie. Alors les couples, c'est Nicole Nisotto, mais la Normandie, c'est Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois que le format Normandie est une chose assez précieuse parce que c'est un domaine, c'est un format dans lequel les Européens sont présents à travers la France et l'Allemagne, l'Ukraine est présente et la Russie y a son intérêt. Les accords de Minsk, notamment, qui sont l'expression de tout ça, en fait, les accords de Minsk sont des accords qui étaient assez avantageux pour les Russes. Et donc, l'idée, on peut d'ailleurs, Poutine est assez fondé à nous reprocher
à nous autres Français et Allemands de ne pas avoir veillé suffisamment vigoureusement, avec suffisamment de vigilance à leur mise en œuvre, même si l'interprétation du protocole est difficile à faire. Est-ce que les réformes constitutionnelles concernant le Donbass doivent précéder le retrait des troupes quasi russes ou pas? Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui sont des travaux pratiques, et je crois que c'est un bon instrument pour résoudre ça. Maintenant, c'est absolument pas l'instrument adéquat pour résoudre les problèmes des équilibres stratégiques entre l'Occident et la Russie. Là, c'est l'Alliance Atlantique, c'est d'autres dans lesquels nous sommes présents également, les sommets OTAN, etc. Mais c'est pas le même cas. Donc, le format Normandie peut donner un certain nombre de choses, il ne peut pas tout donner. Madame. Merci. J'ai entendu l'autre jour Daniel Cohn-Bendit dire qu'il suffisait de regarder Poutine pour voir qu'il était malade, qu'il était gonflé à la cortisone. Est-ce que vous avez des lumières sur cette question? Alors, pour la cortisone, c'est... personnellement, moi, je pense qu'il faut pas prendre il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Hein. Peut-être qu'il aimerait beaucoup, comme Bendit, voir Poutine malade. Moi, ce qui me préoccupe véritablement, c'est la rationalité de Poutine. Pour beaucoup, ça semble rationnel ce qu'il fait. Pour moi, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Je m'interroge parce que effectivement, il jouait sur une division forte de l'Europe. C'est plutôt un renforcement de l'OTAN. Et pour nous, Français, avec l'idée d'une Europe puissance, cette idée qu'il doit y avoir une autonomie stratégique de l'Europe, sans doute qu'elle est en train de reculer, puisque maintenant, c'est de nouveau l'OTAN qui apparaît comme étant notre principal atout sur le point de sécurité et de défense. Oui, mais moi, je pense vraiment, je m'interroge vraiment sur la pensée poutinienne stratégique, véritablement, car la ligne rouge qu'il met est absolument inacceptable, d'une part, en disant jamais question, et il n'est même pas prêt forcément à accepter une finlandisation, entre guillemets, de l'Ukraine, et que deuxièmement, sa politique conduit à faire une rupture entre des peuples qui étaient extrêmement proches de la Russie. Les Ukrainiens aujourd'hui sont beaucoup plus, j'allais dire, nationalistes ukrainiens et de plus en plus opposés à la Russie poutinienne. Et il en va de même de la Biélorussie. Le peuple biélorusse ne suit pas Loukachenko. Nicole Liesotto. Oui, je ne sais pas si Poutine est malade, mais quand on regarde le couple Biden-Poutine, on a deux hommes assez âgés qui ne sont pas en bonne santé. Et pour Biden, c'est clair qu'il a souvent des absences, qu'il est un problème d'un vieux monsieur. Et donc, moi, je ne pense pas que leur état de santé soit un élément fondamental dans la solution de la crise. Mais en revanche, c'est fait que de voir ces deux vieux monsieur discuter ou pas sur le sort de l'Europe, en l'absence de l'Europe, ça devrait d'autant plus inciter les Européens à réagir, à faire des propositions. Moi, je suis absolument convaincu que la question d'une architecture de sécurité, d'un ordre européen différent de l'ordre atlantique, parce que on peut s'interroger sur la rationalité de Poutine, mais du côté OTAN, l'ordre européen, c'est tout ce que perd l'URSS doit rentrer dans l'OTAN, ce qui n'est pas quand même une réflexion stratégique extrêmement poussée. Et donc je trouve que sur la question de l'architecture européenne de sécurité, d'abord on a des précédents, c'est une vieille histoire. Pratiquement dès la chute de l'Union soviétique, Gorbatchev avait proposé la maison commune, François Mitterrand avait proposé la confédération, qui était une erreur parce que ça excluait les États-Unis. Medvedev avait proposé en 2008 une nouvelle architecture de sécurité. Donc on voit bien, il y a un héritage diplomatique, il y a des réflexions qui existent, et ce serait aux Européens de s'approprier cette question. Malheureusement, le problème en Europe, c'est pas la division franco-allemande, c'est la division avec les Nordiques, en particulier avec la Suède et les Pays-Bas, qui ne veulent pas, qui ont pris la place des Anglais et qui ne veulent pas du tout entendre parler d'une initiative européenne. François Bujon de l'Étang. Il ne serait pas complètement étonnant que le vieux continent s'en remette à de vieux protecteurs. François Bujon de l'Étang.
Oui, je suis d'accord avec Nicole Nesotto sur ce qu'elle vient de dire. Je dirais simplement un codicile sur l'affaire du format Normandie, c'est qu'il est très utile pour la France et l'Allemagne, le format Normandie, et donc pour l'Europe, parce que ça permet à l'Europe d'avoir une certaine légitimité dans le dialogue qui est en train de s'instaurer, peut-être, dans la meilleure des hypothèses, entre Washington et Moscou. Sinon, le sort de l'Europe et l'architecture de sécurité dont Nicole vient de parler, elles vont se négocier entre Washington et Moscou. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est absolument ça que veut Poutine, d'ailleurs. Il s'en fout des Européens, Poutine. Il s'arrangera avec les Européens, de toute façon. Mais pour nous, tout ce qui nous permet de nous insérer dans ce dialogue, de faire valoir une certaine légitimité à en parler, c'est évidemment ce qui existe, c'est-à-dire l'OSCE, parce qu'il ne faut pas oublier les accords d'Helsinki et l'OSCE, mais le format Normandie, qui permet, même si on n'arrive à rien sur les accords de Minsk, de se réunir, de parler, de dire que nous sommes là, de parler à Washington autant que de parler à Moscou, parce que les Américains, ils se préoccupent de consulter l'Europe quand ça les arrange, ou quand ils y pensent, mais le reste du temps, ils ne le font guère. Oui, une question. Ce sera la dernière. Merci beaucoup. Madame Niesotto, tout à l'heure, vous disiez qu'il faudrait que les Américains nous expliquent a posteriori quelle était leur stratégie. Moi, je serais quand même intéressée de savoir si l'un d'entre vous a quelques clés de compréhension à nous offrir sur la stratégie américaine dans cette crise. Les clés de compréhension, c'est Nicole Niesotto. Pardon ? Je dis les clés de compréhension, c'est Nicole Niesotto. Voilà, là, je suis gâtée aujourd'hui. Juste titre. On peut avancer plusieurs explications. La première, c'est que Biden s'est présenté comme le défenseur de la démocratie. Alors, un peu comme peut-être dit Béatrice, Poutine se laisse prendre à son propre discours, Biden se laisse prendre à sa propre ambition d'être de nouveau le leader de la démocratie dans le monde. Et donc, il y a eu une espèce de réflexe de défendre l'Ukraine, la souveraineté, la liberté de l'Ukraine de choisir ses alliances. C'est quand même les Américains qui ont inventé le droit des peuples à disposer de ses alliances. C'est quand même tout à fait nouveau. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est qu'ils veulent faire oublier la surprise américaine de ce qui s'est passé en Afghanistan, quand les talibans sont arrivés au pouvoir finalement en 2 jours et non pas en plusieurs mois comme ils pensaient. Et donc, pour éviter d'être accusés d'être pris par surprise, eh bien, ils annoncent eux-mêmes la date de la guerre. Comme ça, on ne pourra pas dire que les Américains ont été pris par surprise. C'est une deuxième explication. Oui. La troisième, c'est que, j'ose à peine dire ça, j'ai même honte de dire ça, mais quand on a des difficultés intérieures, comme c'est le cas de Biden quand même aux États-Unis, on a une diversion sur la politique extérieure. Bon, j'ai honte de dire ça parce que je pense que les Américains sont un peu plus subtils que ça, mais c'est possible que ça ait joué. C'est une façon de refaire l'unité autour du président parce que démocrates et républicains sont anti-russes, etc., etc. Mais voilà, on peut avancer toutes sortes d'explications, mais cela dit, d'un point de vue purement stratégique, c'est incompréhensible qu'un pays dise à un, entre guillemets, ennemi, je m'en vais, je ferai rien, et donc allez-y le vin. C'est incompréhensible. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois que l'enjeu de politique intérieure, je suis d'accord avec Nicole, est important, mais qu'il est pour Biden purement défensif. C'est-à-dire que Biden se sent menacé d'une offensive républicaine, disant que c'est un gros mollasson et qu'il cède à M. Poutine, d'où le fait qu'il bande ses muscles à peu près tous les 2 jours. Béatrice Gibelin. Oui, moi je vois dans la dramatisation, parce que l'imminence, voilà, cette dramatisation, parce qu'au fond, si la guerre ne vient pas, on pourra dire, on a bien su négocier. Et donc, on en tirera aussi un aspect positif. On pourra dire, grâce à nous, on n'a pas eu la guerre. Donc, de toute façon, on a pour l'instant rien à perdre à jouer ce côté de la dramatisation, il me semble. Oui, c'est comme l'accoucheur qui dit à la femme vous aurez un garçon, et qui écrit un mot, ce sera une fille. Oui. Il gagne toujours. Mon père a fait ça pendant des années. Oui, c'est le monsieur. Je me permets de repasser sur votre deuxième sujet. Si on partage votre constat ou le constat collectif que la France semble être politiquement à droite en ce moment, pourquoi ? Et est-ce que le pays est à droite ou est-ce que la politique est à droite ? Ou les deux ? Alors, ça nous laisse... C'est un peu une question sur expliquez-nous la condition humaine en 2 minutes, de la largeur de la question. La droite, c'est Nicole Niesotto.
Mais vous avez raison, parce que quand on regarde les élections en Europe et même aux États-Unis, on a un retour, disons, de la social-démocratie. J'ose pas dire de la gauche, mais on a donc les démocrates aux États-Unis, on a le SPD en Allemagne, on a la gauche en Espagne, la gauche au Portugal. En Italie, c'est pas vraiment de la gauche, mais c'est du centre-gauche. Donc, on voit que quand même le paysage politique européen est quand même plutôt en train de revenir à une espèce de social-démocratie. Et la France, elle se situe, elle donne l'impression d'être complètement à droite, avec plusieurs partis de droite et d'extrême droite, avec un président de la République que beaucoup considèrent comme étant à droite en économie, même s'il est à gauche sur les questions de société, mais quand même à droite. Donc c'est vrai qu'il y a une énigme. Pourquoi cette spécificité de la France dans le paysage politique européen? Donc moi, je sais poser les questions, mais Jean-Louis va y répondre. Jean-Louis Bourlange. Non, je ne vais pas y répondre, mais je crois que pourquoi Emmanuel Macron est-il considéré comme de droite? Pour une raison qui tient à une anomalie française, qui est l'allergie française à l'économie de marché et au capitalisme. Nous sommes l'un des seuls pays, sinon le seul pays occidental en tout cas, à considérer qu'être de gauche, ça signifie refuser l'économie de marché et le capitalisme. Dès lors, quand vous prenez des mesures visant à favoriser l'investissement, visant à mettre le taux de prélèvement sur les fortunes à un niveau élevé, plus élevé qu'ailleurs, mais quand même dans des limites relativement modérées, vous êtes considéré comme de droite. Mais la réalité, c'est que si vous mettez à part Zemmour, qui représente une droite tout à fait non républicaine, la droite du 19e siècle, ressuscitée un moment par Pétain, qui est une droite extérieure au champ républicain. En réalité, le conflit Pécresse, l'analyse de Macron, il représente la gauche. Il représente la gauche sur le plan de l'État-providence, et même avec quelle générosité, puisque Mme Pécresse dit qu'il a cramé la caisse. Il représente la gauche en termes internationaux, l'engagement sur le multilatéralisme et l'intégration européenne. C'est la grande tradition de la gauche, de Léon Bourgeois, d'Aristide Briand. C'est une tradition fondamentalement de gauche par rapport à un souverainisme néo-bismarckien qui appartient à la droite. Et enfin, sur les mœurs, il est sur le libéralisme culturel, il est très net. Et on peut l'accuser d'être bobo, on peut l'accuser de tout ce qu'on veut. Enfin, il s'engage très clairement sur les chantiers sur le libéralisme culturel, alors qu'il y a de l'autre côté un courant plus traditionnaliste, plus mariage classique, etc. Bon, donc sur ces trois choses, il représente, je l'avais dit ici il y a longtemps déjà, il représente en vérité la gauche, mais ceci est obscurci par le fait qu'il y a une espèce de refus vraiment religieux de la part d'une grande partie de la gauche française et des médias sur le capitalisme et sur l'économie de marché. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'autre candidat de gauche, intéressant et qui séduit tout le monde, c'est Roussel. Alors Roussel, lui, c'est exactement l'inverse. Il est de droite sur la sécurité, sur le nucléaire, et alors il est de gauche. Et alors là, si vous voulez voter Roussel, vous pouvez le faire, hein, ça ne sera pas grave au premier tour, mais pas au second. Mais si vous voulez voter Roussel, surtout ne lisez pas son programme économique. Alors là, parce que là, tout vacille. Mais son programme alimentaire est excellent. Oui, monsieur là-haut. Pardon, il y a quelqu'un là-haut, excuse-moi, Christian. Oui, merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question sur l'Ukraine et l'Europe ? Rien ne s'y oppose. Bon. Non, je voulais savoir quel était votre avis sur la politique étrangère et de sécurité commune. Est-ce que vous pensez, face à cette crise majeure, elle a encore un avenir? À quoi sert le SEAE? À quoi sert le haut représentant? À quoi sert le président du Conseil européen qui, selon les termes du traité, est censé représenter l'Union à son niveau? Je trouve ça quelque part un peu décourageant. Merci beaucoup. François Bujon de l'Étang. Si vous m'autorisez une réponse très peu diplomatique, je vous dirais rien du tout.
Il ne représente rien du tout dans cette affaire où l'Europe a déjà suffisamment de mal à se faire entendre. Elle ne s'en remettra pas aux institutions européennes. De toute façon, c'est la présidence française qui a pris les choses en main. M. Borrell a toutes les qualités de la terre, sa compétence n'est pas du tout en cause, mais il n'a aucune légitimité ni aux yeux de Washington, ni aux yeux de Moscou. Et rien que ça condamne, à mon avis, toute entreprise purement européenne pour jouer un rôle dans cette affaire. C'est triste, mais c'est comme ça. Nicole Niesotto. Oui, c'est une vraie question. Et les Européens, par paresse ou parce qu'ils ont bien senti la difficulté, n'ont jamais pris au sérieux l'idée d'essayer d'avoir une politique étrangère commune. Ils ne l'ont pas pris au sérieux, parce que, en particulier sur la Russie, parce que c'est le sujet sur lequel on est le plus divisé. Vous avez 10 pays qui ont été occupés pendant plus de 50 ans, un pays qui a été attaqué, l'Estonie, par une cyberattaque massive, etc., etc. Et du coup, les pays européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est beaucoup plus facile. Ils ont mis le paquet sur la politique européenne de défense commune. L'air de rien, depuis 1999, le Conseil européen de Bonn, à l'époque, non, Berlin, pardon. On a créé une politique de sécurité et de défense commune parce que c'est du technique. Alors on se dispute sur l'OTAN, pas l'OTAN, etc. Mais c'est de la technique. On fait des forces, on fait de l'industrie. Enfin, on peut se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Alors qu'en politique étrangère, on peut pas se mettre d'accord sur des choses techniques. Il faut être une vision fondamentale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut inverser les choses. La politique de défense, ça sert à rien si on n'a pas une politique étrangère commune. Et donc, l'effort européen aujourd'hui devrait être sur la politique étrangère, tant pis pour la défense. Et là, je pense que le couple franco-allemand a un rôle de leadership majeur à jouer avec l'Italie et l'Espagne. On a aujourd'hui la chance d'avoir ces 4 pays qui ont politiquement à peu près la même vision du monde. Il faut un leadership de ces 4 pour faire une politique étrangère et arrêter de dire qu'on a fait d'énormes progrès. C'est pas vrai. On n'a rien fait sur la politique étrangère. On a tout mis sur la défense parce que c'était paradoxalement plus facile. Et donc voilà, il faut revenir au cœur des problèmes. Avoir une vision du monde commune, sinon la plus belle armée du monde ne sert à rien si on ne sait pas comment l'utiliser ensemble. Jean-Louis Bourlange. Bon, je ne rentrerai pas dans le débat que vient d'ouvrir Nicole, qui est très fondamental, sur lequel il faudra qu'on revienne dans une autre émission, parce que, entre la poule et l'œuf de la politique étrangère et de la défense. Mais je voudrais répondre précisément à l'analyse que vous faites et préciser quelque chose par rapport à la réponse de François Bujon de l'Étang. Je crois que François a tout à fait raison de dire que l'Union européenne, c'est un fantôme, c'est la caverne de Platon, ce sont des ombres. Mais simplement, je ne crois pas qu'il faille le lui reprocher. Oui. L'Union européenne, ça n'est que ce que les États veulent que ce soit. Oui, si les États étaient d'accord entre eux sur une politique étrangère, eh bien, on aurait un bras diplomatique qui serait Monsieur Borrell ou quelque autre qui parlerait au nom de l'Union et ça pourrait fonctionner. Simplement, les institutions européennes sont sur ce point-là adossées à des différences de perception et d'attitude fondamentales. Ce qui est agaçant dans les polémiques sur l'Europe, c'est qu'on s'en prend toujours à l'Union européenne, aux institutions européennes, à la Commission, alors qu'en réalité, lisez le livre de Nicole Niesotto qui dit tout là-dessus. Et en réalité, ce sont les États, les gouvernements, les opinions, les partis qui ne sont pas d'accord. Ce sont les Européens le problème. C'est pas l'Union. L'Union, c'est, comme on disait du temps du regretté Karl Marx, une simple superstructure. Je vous remercie. Je renouvelle mes remerciements à l'école alsacienne qui nous accueille, à Laurie Galigani et à Christian Sorry. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour notre prochain enregistrement du Nouvel Esprit Public. Et ensuite, si vous voulez réassister ou assister pour la première fois à une de nos émissions en public à l'école alsacienne, le dimanche,